transition est parfaite pour évoquer la stratégie de marché, la stratégie d'investissement qu'on porte aujourd'hui chez Carmignac avec Kevin Tauzet qui est à mes côtés. Bonjour Kevin, bienvenue. Membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac Gestion. Oui, l'éclairage de Thomas est intéressant et je trouve met en lumière la dernière lettre d'Édouard Carmignac, le boss, qui tranche un petit peu avec le ton optimiste que vous pouviez avoir ces derniers mois. Là, on sent qu'il y a peut-être un moment de rupture. En tout cas, on change de narratif. Et il y a une phrase qui ressort dans la lettre qui a été écrite là pour le mois de juillet 2021. La réduction graduelle des soutiens budgétaires, ou en tout cas l'anticipation de soutiens budgétaires moins importants, on en parlait à l'instant, et des soutiens monétaires également, qui risquent de se normaliser. On ne le voit pas encore du côté de la Fed, mais d'autres banques centrales sont un peu en avance sur ce plan-là, nous amène à revoir à la baisse les fortes prévisions consensuelles de croissance et d'inflation pour les 12 prochains mois. Qu'est-ce qui sous-tend déjà cette phrase ? Alors, c'est la phrase d'Édouard Carmignac, mais j'imagine qu'elle est portée quand même par l'analyse et la recherche de la maison Carmignac que vous représentez, Kevin. Et qu'est-ce que ça change en termes de stratégie d'investissement ? Ce qui la sous-tend, c'est que ça fait plus d'un an maintenant qu'on a des marchés qui sont littéralement sous stéroïdes, avec des injections de liquidités massives, des politiques monétaires très accommodantes, des politiques budgétaires très expansives aussi. Et puis, il y a la réalité du cycle économique. Thomas le disait, il est de plus en plus autonome, ce cycle économique. Et donc, les mesures exceptionnelles qui avaient été mises en place, pour remettre l'économie sur des rails, elles sont de moins en moins nécessaires. Et ce qui rattrape la réalité de ce policy mix, c'est peut-être un peu moins la trajectoire de la croissance, mais d'autres problématiques comme l'inflation, et donc ce qui va pousser des banques centrales à en faire un petit peu moins. Et puis, une fois que les mesures, on va dire, de soutien ont été mises en place, maintenant il s'agit des mesures de relance, et là ça pose plus de questions, et puis le financement de ces mesures de relance, là qui en pose encore un peu plus. Et donc tout ça, ça veut dire une croissance à terme qui sera potentiellement moins vigoureuse que ce qui était anticipé, notamment avec certains investisseurs ou certains ports du marché qui espéraient un changement de paradigme absolument massif avec des politiques monétaires inconditionnelles, on va dire, et des politiques budgétaires sans fin. Le marché est allé peut-être un peu trop loin, évidemment, dans l'idée d'un nouveau régime de croissance, un nouveau paradigme. Mais vous dites, c'est le bon moment aujourd'hui pour revenir un petit peu les pieds sur terre. C'est pas prématuré. Parce que, le pic de croissance en Europe, par exemple, j'espère qu'on ne l'a pas encore vu d'une certaine manière, Kevin. Je sais que les marchés fonctionnent par anticipation, mais vous dites c'est le bon moment pour se réinterroger quand même sur ce que seront la croissance et l'inflation demain. Oui, et puis là aussi, par exemple, si on regarde sur les marchés d'actions, cette année 2021, c'est une année exceptionnelle. On va dire les anticipations de croissance bénéficiaire pour cette année, c'est entre 40 et 50% pour les États-Unis et l'Europe. C'est quand même massif. Et donc, il faut quand même se préparer à une forme de retour à la normale. Et la normale, en termes de croissance bénéficiaire, c'est autour de 10%. Et donc les analystes sell-side ont fait un peu ce travail-là, et on connaît leur tendance à revoir leurs prévisions à la baisse. Donc on va voir comment ça se passe sur cette saison de résultats. Mais les investisseurs, je suis pas sûr qu'ils l'aient déjà fait. Et cet environnement, on va dire avec un peu moins de liquidité, on va dire une photo macroéconomique un peu moins en support, elle tend à être quand même beaucoup plus favorable à des actifs qui ont plutôt eu tendance à moins bien performer sur ce premier semestre, et notamment les actions dites de croissance visible. Ouais, on va y revenir, mais c'est une histoire, c'est cette fameuse histoire de dérivés secondes, là, vous dites d'une certaine manière, sur la croissance, sur l'inflation. On a passé le pic, et maintenant, c'est plutôt une moindre accélération qui est devant nous. C'est ça. Et puis il y a aussi, vous le disiez tout à l'heure, il y avait beaucoup d'espoir sur des mesures de relance budgétaire, par exemple aux États-Unis. Bon, on voit bien que l'inflation, elle préoccupe de plus en plus, et de plus en plus de membres du Congrès aux États-Unis. Faire passer des programmes de relance extrêmement importants dans ce cadre-là, ça pose question. Il y a des élections de mi-mandat en 2022 également. Là aussi, c'est possible qu'on voit des députés américains un peu moins prônes à prendre des risques et à être un peu plus sur la réserve. Et puis je crois que Thomas le soulignait à très juste titre, c'est-à-dire que le financement de ces mesures via des taxes, pas forcément non plus une très bonne nouvelle pour le consommateur américain, qui pourrait là aussi un petit peu thésauriser en anticipation de ces hausses d'impôts. Ouais, un peu moins de dépenses pures, avec en face un peu plus peut-être de financement, entre un mélange d'impôts, de réserve fédérale, etc. Une économie qui suit, on va dire, un cycle classique. Bon, et donc ça, en matière d'investissement, vous l'avez dit, ça plaide pour revenir, finalement, ce qui a été le thème gagnant des 10 dernières années, pré-Covid. Alors, ce qu'on appelait une forme de Goldilocks pour les investisseurs, mais des taux finalement qui restent très modérés,
C'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on voit en ce moment. 1,30 sur le 10 ans américain, ça n'a rien d'excessif, visiblement. Et tout de suite, on voit, donc vous dites, les valeurs à duration longue, c'est ça qui repartent. Oui, et aussi parce que, on le souligne, on va dire, cette pression inflationniste, elles sont là, elles existent. Ça a une incidence sur les taux plutôt courts, qui sont plutôt sensibles aux politiques monétaires, et donc bien en anticipation que la Réserve fédérale, mais d'autres, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, pourra en faire moins, et ça plus rapidement qu'anticipé. Mais ça pèse à moyen long terme sur la croissance. Et c'est bien ce que reflètent ces taux longs, et notamment le 10 ans américain, c'est bien ces anticipations de croissance à plus long terme. Et on va dire ce retour vers une forme de normalité, il ne faut pas oublier ce qui caractérisait le monde avant le Covid. Et c'était quand même un monde avec beaucoup d'endettement. On a aujourd'hui encore plus d'endettement dans le système économique et financier. Et ça pèse sur la croissance à long terme également. Et donc, ces valeurs qui, elles, sont capables, on va dire, de générer, de croître, même si le cycle économique est moins porteur, elles ont toute leur place dans un portefeuille aujourd'hui. Et globalement, oui, vous dites, donc ne pas les valeurs de croissance toujours, et il faut décycliciser un peu ces portefeuilles. Là, c'est le bon moment, peut-être, si on avait pris des positions plus cycliques pour profiter de tout le thème qu'on a décrit depuis l'annonce des vaccins en novembre 2020. Vous dites, c'est le moment de revenir sur quelque chose de plus traditionnel. Oui, c'est-à-dire que la partie la plus cyclique du marché, la partie la moins chère du marché, elle est moins chère pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Enfin, il y a des raisons très factuelles derrière ça. Elles tentent à être plus endettées, à être moins rentables, et donc elles ont besoin d'un cycle économique très porteur, et donc des mesures, on dit, de relance très forte, de soutien monétaire très fort, et avec ces mesures-là qui vont petit à petit décroître dans le temps, elles ont un facteur de support en moins, et donc pour nous, ça justifie tout à fait donc, de se positionner davantage sur des valeurs qui, elles, donnent plus de visibilité et sont moins tributaires du cycle économique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés actions, notamment, qu'on va à nouveau privilégier, ça va être le marché américain plutôt que le marché européen. Des thématiques chinoises aussi, on pourra en dire un mot, qui sont tournées vers la croissance technologique ou même les nouvelles énergies aussi. C'est un thème peut-être qui est en train d'arriver sur les marchés chinois aujourd'hui. L'Europe, ça y est, a mangé son pain blanc d'une certaine manière, Kevin ? Alors, chez Carmignac, on raisonne plus en termes de sélection de valeurs ou de thématiques d'investissement plutôt qu'en termes d'allocation géographique. Parce qu'on trouve aussi en Europe des valeurs qui offrent aussi cette très bonne visibilité. Alors, typiquement, on parle de luxe, mais il y a aussi des sociétés industrielles ou du secteur, ou liées à la transition énergétique qui sont porteuses de ces thématiques-là. Mais oui, clairement, que ce soit ces valeurs, on va dire, de croissance visible, on les trouve et aux États-Unis, et en Chine, et en Europe. Comment vous regardez le cas d'investissement chinois dans le moment actuel, avec une croissance, je disais, qui se normalise, peut-être qu'elle déçoit un peu certains, j'en sais rien, en tout cas elle est à peu près conforme à ce qu'on pouvait attendre, en tout cas ce qui a été édicté officiellement, ce sera 6% cette année et pas 1% de plus, a priori, donc on est en train de décélérer vers cet objectif-là, et puis aussi tout ce qui se passe sur le plan réglementaire, et là visiblement quand même pour l'investisseur, ça devient un vent contraire assez fort sur les grandes valeurs technologiques chinoises qui sont peut-être les plus facilement investissables ou les premières qu'on a investies et qu'on a mis dans les portefeuilles chez Carmignac entre autres, Kevin. Oui. Alors, là aussi, notre métier, c'est bien de sélectionner des valeurs et pas de faire de la gestion indicielle. Donc, si on peut sortir un peu des sentiers débattus, on n'hésite pas à le faire et on continue de le faire. Sur la croissance chinoise, il faut garder en tête que on va dire, cette moindre croissance chinoise, elle s'est faite aussi avec des politiques, là encore, monétaires et budgétaires qui étaient relativement orthodoxes, contrairement à ce que nous, on a fait et ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est une vraie volonté des autorités chinoises. Et aujourd'hui, les taux chinois, ils sont bien plus hauts que ne le sont les taux européens et les taux américains. Donc, des marges de manœuvre, il y en a. Et d'ailleurs, elles ont été mises en place il y a de ça une semaine. On a eu un assouplissement monétaire en Chine, très large, et qui ne supporte pas creux les grandes institutions financières, mais aussi les banques de plus petite taille. Et ça va aussi aider les entreprises de plus petite taille en Chine et le consommateur chinois in fine. Au moment où le monde développé, à son rythme, va s'engager vers une normalisation des politiques extraordinaires de soutien monétaire et budgétaire, vous dites la Chine, elle,
va peut-être partir en sens inverse. Exactement. Et cette désynchronisation-là, qu'est-ce que ça peut générer sur les marchés c'est toute notre thématique d'investissement cette année. C'est bien celle-là, c'est celle de cette désynchronisation du cycle mondial. Et on voit bien que ça continue à perdurer. Alors on parle beaucoup de politique monétaire et budgétaire, mais c'est aussi le cas du fait de la trajectoire du virus également, qui là aussi amène une forme de découplage entre les différentes économies. Et ça amène quelque chose qui est très précieux quand on gère activement des portefeuilles, c'est de la diversification. C'est-à-dire que si on a un gérant actif et global, eh bien on peut aller chercher des opportunités aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de valeur sur le moyen long terme. Mmh. L'aspect réglementaire, là, quelles leçons vous tirez des restrictions réglementaires parfois brutales, violentes, mises en place par Pékin sur certains de ces champions technologiques, quand même, il faut le noter. Pékin n'hésite pas à entraver quand même pas mal de business ou d'activités chez certains de chez grands champions. Oui. Alors, après, la Chine, c'est une économie dirigée, hein, donc il y a eu quand même, on va dire, ces grands champions, comme vous le dites, du secteur technologique qui ont connu des profits records. Ça s'est aussi fait sur le consommateur ou au dépit du consommateur chinois, qui lui, les autorités chinoises cherchent clairement à protéger ce consommateur chinois. Donc c'est pour ça qu'elles viennent, on va dire, chatouiller ou en tout cas contraindre ces grandes sociétés du secteur technologique. Mais il y a aussi des sociétés de taille plus petite, et c'est sans doute là qu'il faut aller chercher de la valeur aujourd'hui sur ces marchés chinois, rester à l'écart un peu de ces très grandes sociétés qui pourront continuer à avoir une forme de pression et une pression réglementaire mise sur elles. Sur ces sociétés-là, ça peut créer une espèce de prime structurelle un peu de oui, risque. Potentiellement, mais ça veut aussi dire qu'il y a des opportunités ailleurs avec des nouveaux entrants. Et donc ça, c'est une source d'opportunité, encore une fois, dans la gestion des portefeuilles. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'être venu nous apporter vos éléments d'analyse, les éléments d'analyse de Carmignac Gestion. Kevin Tauzet, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac, qui était à nos côtés dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.